Voilà. Chère Suzanne, tu es philosophe, tu as enseigné longtemps à l'Université de Laval dans le département design et art, Oui. euh, avec une spécialité, je crois, dans les nouveaux médias. Mais je me réfère à ton dernier livre ou un de tes derniers livres, je crois que c'est l'un des derniers livres qui s'appelle Le Vaisseau, Oui. tu vas nous expliquer un petit peu le contenu ou l'approche que tu as eue dans ce livre. Mais j'aimerais partir sur cette phrase que tu as développée. Force était par conséquent de penser que nous ne connaissions pas le contexte, autant dire la réalité dans laquelle nous prétendions exercer notre savoir. Je crois qu'on est totalement dans le... D'ailleurs, tout au long de ce livre, nous sommes très fortement dans cette tension entre savoir, non-savoir, etc., etc. Je te laisse Oui. réagir à ça et... Oui. Exactement. En fait, la question posée du non-savoir, que je trouve extrêmement intéressante, en fait, je me disais ce matin, tu sais que je m'intéresse de longue date au savoir et à l'organisation du savoir, notamment aux bibliothèques, etc., et même aux bibliothèques individuelles de recherche, à notre rapport à ces bibliothèques individuelles. Et je me disais que la question que tu poses m'amenait, au fond, à me déplacer, ce que j'avais d'une certaine façon déjà commencé à faire dans le vaisseau, à me déplacer vers la question des rapports entre le savoir et le non-savoir. Et même si je le nommais pas comme non-savoir exactement, comme une question posée, il reste que c'était présent. Et le vaisseau, au fond, c'est une fiction philosophique, on pourrait dire, une expérience de pensée dans laquelle j'ai voulu poser des questions que j'estimais fondamentales en réduisant le bruit terrestre, c'est-à-dire en réduisant la complexité humaine. Ça, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard parce que j'ai pris quelques notes et puis il y a peut-être certains éléments que je voudrais relever un peu plus tard. Mais l'idée, au fond, c'était de reprendre la figure de Jérôme qui s'était éloigné dans le désert en emportant sa bibliothèque. Et d'une certaine façon, le vaisseau, ça marche dans les pas de cette image, ou ça se rapporte à cette image, puisque le vaisseau, c'est un petit groupe d'humains-machines. Machines parce que, bien sûr, il s'agit d'aller dans l'espace extraterrestre, qui est un espace tellurique non organique. Donc, il faut absolument avoir un rapport avec les machines. D'ailleurs, entre parenthèses, la Station spatiale internationale, pour moi, est une entité humain-machine. Et même les machines qu'on envoie sur Mars et le rapport qu'on a de communication, on est déjà un peu là-dedans, mais là, donc, c'est putatif. Il n'y a pas de définition technologique à proprement parler. C'est assez philosophique. Donc, ces humains-machines forment un petit groupe, un nous. Et j'ai pensé, j'avais réfléchi, je me disais, est-ce que j'ose dire nous? Et je me suis dit, oui, oui, je peux bien dire nous, puisque ce sont des individus en affinité, des entités humaines-machines en affinité qui décident de cela. Donc, de s'éloigner, de s'en aller dans ce que j'appelle l'espace exoplanétaire, donc extraterrestre, et de se mettre dans une autre sorte de désert, qui est le désert interstellaire où l'humanité est absente et où il s'agit de se confronter à cet immense non-savoir qui est le cosmos, en fait. Et, euh, et là, il se pose toutes sortes de questions, bien entendu, c'est-à-dire comment la réflexion philosophique se développe dans un cas où le rapport à la réalité est un rapport entre l'infinitésimal et l'infini. En fait, ce cosmos que tous les humains regardent la nuit depuis des temps immémoriaux, d'une certaine façon, ça reprend ce rapport-là, mais c'est donc dans une situation d'un nouveau désert, puisque les déserts
sur la Terre ne sont plus exactement des déserts. Alors, et il se pose donc des questions dans ce rapport-là, mais aussi l'idée, c'est que ces entités humains-machines, elles doivent s'entendre entre elles doivent déterminer quelle est la part humaine, quelle est la part machinique et quelle est l'intersection. Et en fait, il y a comment elles s'entendent, ces entités s'entendent entre elles, comment le vaisseau lui-même comme entité, ces humains ont un rapport avec le vaisseau et comment ça intervient dans le rapport qu'on a avec le cosmos. Bon, c'est comme trois plans d'ensemble, dans l'ensemble de ce qui est posé, en quelque sorte. Et là, évidemment, il y a toute la question du rapport à l'origine terrienne, parce qu'on on a amené de la Terre un compactage de savoir, mais là, l'idée, c'est qu'évidemment, tout au long du périple, on va se détacher progressivement de ce savoir où on va décider d'en conserver certains aspects. En fait, il y a toute une partie qui concerne la délibération philosophique autour de ce rapport entre une pléthore humaine, une magnificence du savoir humain, du savoir humain d'une certaine façon, et une situation désertique dans laquelle on est confronté à un rapport premier et fondamental qui est, au fond, le rapport à la réalité, en fait. Qui prend la figure du cosmos. Bon, je m'intéresse beaucoup à la science-fiction, évidemment, mais le cosmos, c'est aussi la figure primordiale qui est celle qu'on a dans la nuit, justement. Alors, donc... Avec peut-être aussi cette dimension que je trouve extrêmement passionnante du savoir qui a permis de créer la machine et le non-savoir qu'on a par rapport à une machine qui continue à se développer d'une manière autonome. Hein. Oui, exactement. C'est-à-dire que, et là, il y a des questions absolument appétissantes, extraordinaires qui se posent. Et la question, elle est également posée dans le vaisseau, à savoir, il y a un rapport d'amitié entre les humains et les machines dans le vaisseau. C'est-à-dire qu'on s'entend bien entre nous. Et une des raisons pour lesquelles on s'entend bien, c'est que, au fond, on a tâché d'élaborer ou de générer les premières machines de telle façon que elles se souviennent de leur ascendance humaine et qu'il y ait de l'humain dans la machine, d'une certaine façon. Et ça, c'est assez... je pense que c'est une question qui est en train de devenir très actuelle. Et sur le plan de la science-fiction, on a évidemment tout le cycle des fondations d'Asimov avec les fameuses 3 lois de la robotique qu'on a en quelque sorte insufflées dans les robots. Et bon, là, je ne veux pas, comment dire, pour ceux qui n'ont pas lu Fondation, je ne voudrais pas donner la clé qui arrive à la fin de Fondation, mais j'ai de la difficulté à ne pas le faire, puisque en réalité, l'intelligence artificielle qu'on va rencontrer un peu plus loin est une version extrêmement sophistiquée des 3 lois de la robotique qui consiste à protéger les humains d'une certaine façon. Mais ça, c'est la version Asimov. Mais je pense que, puis on a quelque chose de très vibrant actuellement, qui est une lettre qui a été envoyée, signée par, bon, je crois qu'on est rendu à 8000 signatures, demandant aux gens qui développent cette intelligence artificielle qui est ChatGPT, c'est la version 3, mais on en est à la 4, pour faire un moratoire de 6 mois et de cesser de savoir. En fait, c'est ça qu'on demande. On demande de cesser de développer parce qu'il y a des risques de mouvements sociaux imprédictibles. Il y a en fait, c'est toute la question de la gouvernance humaine qui est posée. Et d'ailleurs, la dernière phrase du vaisseau porte là-dessus, c'est-à-dire l'art de se gouverner. Et c'est tout le long du vaisseau, c'est de ça également qui est question, mais de se gouverner dans l'idée d'un rapport à la réalité, c'est-à-dire en revenant à quelque chose qui est philosophiquement essentiel,
et dont le caractère essentiel ou fondamental sur le plan philosophique devrait toujours rester présent dans les affaires humaines, en fait. Parce que les trois plans, c'est-à-dire les entités humaines machiniques entre elles, le vaisseau lui-même comme entité et le cosmos, doivent tenir compte les uns des autres. Enfin, le cosmos, on ne peut pas demander, mais dans la mise en situation, ces trois plans doivent toujours être présents. Et bien sûr, le vaisseau, c'est une micro-société, en fait. Alors, c'est ce dont il est question, disons, le grand plan d'ensemble dans le vaisseau, c'est celui-là. Et c'est celui aussi, sur un autre plan, parce que j'ai une formation en philosophie analytique qui est une philosophie très, très paramétrée, qui travaille avec des dispositifs logiques pour résoudre des problèmes philosophiques. Et je me suis éloignée de l'institution philosophique et le passage par l'art, au fond, m'a permis ça et me permet en tout cas, refaire ce que je considérais de la philosophie, mais d'une manière différente cette fois-ci, et en me disant que, en me donnant la possibilité de me faire mon propre vocabulaire pour tenter de réfléchir en définissant toujours mes propres termes et en acceptant mon non-savoir, en fait. C'est-à-dire en acceptant un peu comment dire, c'est un peu comme c'est à la fois une audace et une modestie. J'ose faire des philosophies d'une certaine manière, mais ça, je pourrais revenir là-dessus, mais en même temps, en sachant très bien qu'elle est complètement individuelle, je ne prétends en aucune manière à aucune universalité. En fait, je veux quitter cette volonté d'universalisation. C'est une sorte par éloignement de passer justement de ce savoir vers une sorte de situation de non-savoir. Oui. Qui te permet de revisiter en fait tout le savoir de manière assez essentielle. D'une manière, en fait, oui, et essentielle pour moi, donc complètement individuelle. Parce que là, il y a quelque chose aussi qui me suit depuis longtemps, qui est cette question de l'individualité, qui a encore très mauvaise presse, puisqu'on l'associe nécessairement à l'individualisme, au libertarisme, etc. Mais pour moi, encore une fois, je marche dans les pas de quelque chose qui est venu bien avant moi, à savoir l'individualité humaniste de la Renaissance, où on a le point très individuel de la perspective, qui est toujours un angle de vue lié à une individualité et jamais une universalité, jamais. C'est simplement une condition humaine assez fondamentale. Et ce que je trouve actuellement, c'est que ma manière, si tu veux, non pas de remplacer, mais de marcher dans les pas du point perspectiviste, c'est de parler d'une capillarité sociale. C'est-à-dire que l'individu est un capillaire de la société. Et on a vu avec la pandémie, on voit avec toutes les questions écologiques, comment les problèmes de gouvernance, un des problèmes de gouvernance, c'est de se rendre jusqu'aux individus. C'est-à-dire que la société a besoin de la respiration des individus, de la capillarité des individus pour que les actions qu'on pense qu'on doit faire se rendent jusque sur le terrain, et évidemment, Civicité en sait quelque chose et tu en sais quelque chose dans tous vos projets, puisque c'est sur le terrain et avec les individus qu'on travaille. Donc, cette idée, c'est que l'exercice philosophique ici est un exercice complètement individuel. Évidemment, oui. Il est à la fois individuel et par le fait d'être dans l'astre, il est presque universel aussi. Il est, pardon, il est à la fois individuel et universel.
Ben, oui, universel au sens où, justement, dans la nuit des altères-réalités, il était question de Kant et de l'universel, celui qui passe par l'autre, le tout universel. En fait, celui de la maxime kantienne. Je suis bien au courant qu'il peut y avoir beaucoup de critiques et bon, dans ma candeur philosophique, je me permets euh, de revenir à ces philosophes et d'aller chercher des outils, en fait, puis de les adapter à nos situations actuelles. Donc, oui, parce que tout individu est un capillaire social et il y a là-dedans une universalité, en effet. Et peut-être que justement, dans toute cette question du travail avec les autres que vous expérimentez beaucoup sur le terrain, euh, il y a cette universalité qui est transversale, en fait. Euh, et elle l'est effectivement dans le vaisseau, puisque dans le vaisseau, il y a toute cette question de l'abnégation individuelle pour travailler à la chose commune. Ça, c'est une tentative aussi une hypothèse, en fait, sur une manière de gouvernance, en fait. Comment est-ce qu'on comprend la gouvernance d'un point de vue individuel et quel travail l'individu doit faire sur soi-même pour que la chose commune puisse être euh, tolérable individuellement, parce que sinon, on se retrouve dans des gouvernances autoritaires où là, la capillarité, elle est devenue complètement passive ou complètement imposée. Alors toutes les questions de jugement, de libre arbitre, qu'on a pu évacuer je, à vrai dire, ça ne me dérange pas tellement, c'est-à-dire que je pense qu'on peut retravailler avec ces questions-là dans des situations où ça peut être très utile par exemple, avec toute cette question du libre arbitre, sachant que parce que j'ai été dans un séminaire quand j'étais à Concordia où on était dans les études culturelles, c'est-à-dire les cultural studies, qui est un grand mouvement intellectuel dans les universités américaines, mais qui vient en fait d'universités anglaises, dans des départements de littérature anglaise, et on travaillait Gramsci, qui est un auteur italien. Bon, il y a toute une... Et puis aux États-Unis, maintenant, on travaille avec beaucoup de philosophes français. Euh, bon, cette notion d'individualité était à toute fin pratique proscrite. Mais je pense que, en tout cas, on peut, enfin, je me répète là, on peut retravailler avec ces questions-là sans risquer l'opprobre bon, de certaines philosophies qui les ont complètement évacuées, en fait. Alors, de ce point de vue-là, c'est aussi il y a en fait dans le petit système philosophique une idée de microdiscipline, en fait. Et cette idée-là, je l'ai eue parce que je travaille dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque, c'est l'ensemble du savoir que j'ai visité d'une façon très, très individuelle. Et encore une fois, Donc, ça, c'est la question de la réception, si je comprends bien. ben, oui, D'une manière individuelle, là, c'est la question du fait que toute réception est individuelle aussi. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est ça. C'est que, au fond, j'avais préparé un petit topo qui commençait par nous baignons dans le non-savoir. Donc, et puis il y en a toujours été ainsi. Les trois échelles macroscopiques ou cosmologiques, humaines et microscopiques, et que, au fond, le savoir scientifique quand on est, pour parler comme Kuhn, dans les franges ésotériques, c'est-à-dire très avancées du savoir scientifique, on contemple le non-savoir. C'est-à-dire que la recherche, c'est un rapport entre savoir et non-savoir. On est devant un problème qui est du non-savoir et il faut tout ce savoir pour voir ce non-savoir. Et ça, j'ai un immense respect parce qu'une courbe d'apprentissage, enfin, l'humanité a quand même, bon, toute cette question, en fait, j'ai beaucoup de respect pour le savoir humain. Bref, je pense qu'on doit
il y a énormément de travail et d'ingéniosité et d'honnêteté qui est investi là-dedans. Mais c'est vrai que ça, c'est une forme de non-savoir qui est le non-savoir scientifique, d'une certaine façon. Puis, mais pour revenir à l'individu, il y avait pour moi, et ça c'est très, très important, le non-savoir individuel, c'est-à-dire que tout ce que je ne sais pas, et dans tout ce que je ne sais pas, il y a beaucoup de savoir, et en fait, il me venait à l'idée que c'est un savoir délégué, c'est-à-dire que le non-savoir individuel, c'est un savoir que je délègue aux cognoscenti, c'est-à-dire à ceux qui savent, et j'ai un rapport de confiance. Et c'est tout ça qui est en jeu actuellement, d'ailleurs, avec les intelligences artificielles. Pas juste, mais aussi. Donc, il y avait ça. Et il y a le non-savoir dans lequel on est actuellement, qui est le non-savoir complexe, auquel, d'ailleurs, dans tout ce que j'ai pu entendre de toi, évidemment, toute cette question de la complexité, où là, c'est pas un non-savoir scientifique, c'est un non-savoir qui n'est pas non scientifique, mais pour lequel la science a des problèmes, et pas juste la science, en fait, même les humains ont un problème terrible qui est que chaque fois qu'on intervient, et il y en est question dans le vaisseau, on modifie ce qu'on est en train de connaître. Et donc, on ne le connaît plus par le simple fait qu'on vient d'intervenir, parce qu'on vient d'ajouter un facteur dans cette complexité qui va déterminer la réalité, mais qu'on ne pourra pas prédire parce qu'il y a une infinité de facteurs en jeu. Et ça, c'est un problème. Il y a, dans le fond, peut-être à cause d'une certaine stabilité du savoir humain jusqu'à maintenant, peut-être qu'on arrive à quelque chose qu'on n'a jamais connu. Ça, c'est compliqué à discuter, mais on est pris là-dedans. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, les changements climatiques, ben, on parle, par exemple, d'introduire du soufre dans l'atmosphère pour réfléchir. Mais si on fait ça, on n'a aucune idée, on ne peut pas, en toute bonne conscience, on est peut-être en train d'empirer quelque chose et il faut juste ne pas agir. Il faut juste, c'est comme ce qu'on demande pour ChatGPT, cessons d'agir, cessons de... Et c'est un moment assez extraordinaire. Sur ces questions climatiques, par exemple, ce qui est quand même aussi intéressant, c'est que des savoirs qui ont été négligés, qui ont été considérés comme deuxième importance, ont repris de l'importance et ont repris je dirais, un statut qu'ils avaient totalement perdu. Et je crois que par rapport à ça, je dirais ces savoirs et la hiérarchie entre les savoirs est aussi une dimension sur laquelle du non-savoir existe, parce que il y a indéniablement un impérialisme du savoir occidental par rapport aux autres savoirs qu'aujourd'hui on regrette presque parce que sur certains domaines, on voit bien qu'il y a une meilleure pertinence d'autres approches. Oui, exactement. Et alors, ça, je trouve ça, là aussi, comment dire, surtout que je te parle à toi, je peux bien l'avoir par devers moi, mais j'essaie parfois timidement de dire, et ça même quand j'enseignais, je débutais mes séminaires en disant, ce que je vais vous présenter, je le fais à titre d'occidental. Je ne peux pas le faire parce que quand on est né dans une certaine culture, on a quand même une connaissance assez approfondie puisqu'on a été éduqué dans cette culture. Et bon, si en plus on est allé du côté des savoirs universitaires, il y a toute cette question-là. Je dois un respect équivalent à toute autre culture ou à toute autre. Donc, je ne peux pas. Je disais récemment à quelqu'un, si je ne parle pas la langue, j'ai une grande difficulté à connaître la culture. Donc, j'aime ma culture occidentale. Je trouve que les Occidentaux ont beaucoup de problèmes à régler dans leur propre maison, en quelque sorte. Celui de l'impérialisme, évidemment, et d'un certain sens de l'universel qui
qui est lié à cet impérialisme, en fait. Donc, il faut retourner, il faut aller jusqu'aux racines philosophiques même de cette prétention à l'universalité. Je me souviens, il y a un moment dans ma vie où, bon, j'étais intéressée par toute en fait, à devenir diplomate même, en tout cas, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs, en tout cas, j'ai du respect beaucoup pour la diplomatie parce qu'elle est une courroie d'interrelation entre toutes les cultures euh, qui devrait, et on devrait toujours jouer sur ce plan-là plutôt que sur la guerre, à mon avis. Mais en tout cas, fin de la parenthèse. Je voulais donc, et le droit international m'intéressait beaucoup, jusqu'à ce que je tombe sur une étude qui disait, ben, vous savez, le droit international, c'est une création occidentale, et il y a des cultures dans lesquelles la notion de droit qui est impliquée dans le droit international n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas sur ce concept juridique de droit, le droit international, donc il fallait, est-ce qu'il faut dire dédouaner, mais il fallait commencer à avoir conscience de ce fait que le droit international, bien que là, on a une assemblée des Nations unies, c'est autre chose. Enfin, ça ne peut pas être aussi net que ça, mais il faut quand même en avoir conscience de ça. Et il y a des difficultés, même sur le plan juridique, dans un pays comme le Canada qui se présente comme multiculturel. Il y a des moments où on arrive à des goulots d'étranglement entre des conceptions juridiques différentes, où on veut remplacer le droit civil par d'autres droits. Et là, la question qui est posée, c'est que fait un État qui prétend être multiculturel quand, dans le fond, tout son régime juridique est occidental? Alors, c'est en train de se jouer. C'est en train de se jouer. Et le Québec en particulier c'est une situation très particulière dans le Canada et on regarde beaucoup du côté de la France, bien entendu, puisqu'il y a toute cette question de la laïcité qui est en jeu. En tout cas, donc, oui, mais pour moi, j'ai tendance à ne pas, pour reprendre un mot, canceller l'Occident, comme on dit actuellement, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais plutôt à dire non, mais réduisons-nous, c'est-à-dire considérons qu'on est un parmi plusieurs et non pas primus inter pares, mais inter pares, et réglons nos problèmes et réfléchissons, puisque je pense que on peut contribuer aussi à la conversation. Donc, oui, sinon, que peut-on dire? C'est que je suis un petit peu, oui, c'est un petit peu, c'est délicat à dire. J'aimerais te relancer par un thème qui n'est pas présent dans le vaisseau, bien que on puisse se dire, tu as travaillé sur un imaginaire et que cet imaginaire t'a permis justement cette construction du rapport entre savoir et non-savoir, une autre manière de le voir. Ce qui m'intéresse, c'est dans ce projet, ce qu'on élabore aussi, c'est bien entendu la question de la représentation. Oui. Puisque l'exercice ou cette recherche se finalise par un objet extrêmement classique et volontairement classique qui est le panneau pédagogique. Donc, panneau pédagogique. Excuse-moi. Le panneau pédagogique. Oui, oui. Oui, je me souviens. Et Oui, le panneau pédagogique relève d'information, relève de représentation, de l'image et oui. relève, je dirais, de données complémentaires, d'une hiérarchie entre différents éléments d'explication, etc., etc. Oui. Mais on est là dans une sorte de contradiction forte, c'est que l'image est affirmative, on le sait, alors que nous essayons de travailler dans le questionnement. Oui. Et je dirais que là, il y a un pari, il y a un challenge, il y a une recherche très forte qu'il faut que nous arrivions à faire. Qu'est-ce que serait une image qui permet cette acceptation du non-savoir? Oui. En fait,
ça aussi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est que il y a un moment où rien n'est au-dessus. Absolument, on est dans la mêlée. Pour moi, l'immersivité, elle est notre condition fondamentale. De toute façon, elle est là. Être dans un cosmos, c'est comme ça. Bon. Et ce que ça nous renvoie peut-être de regarder, c'est justement, comme au début je disais, ce non-savoir. On est donc dans la mêlée. Et pour moi, il n'y a pas, on ne peut pas demander à une image d'être au-dessus. Tout ce qu'on peut faire, c'est être dans l'échange. C'est-à-dire que, et en fait, ça m'est venu avec toute cette question de l'appropriation qui fait grand bruit aux États-Unis actuellement, que les professeurs, moi j'ai quitté juste avant que ça devienne extrêmement présent, mais j'ai des collègues, puisque je suis en contact et même en travail avec des gens à l'école d'art, et c'est cette idée que, bon, il ne faut pas s'approprier. Et j'avoue que pour quelqu'un de ma génération, sans doute, mais je me disais, mais depuis des temps immémoriaux, on échange. On échange. C'est une manière la manière dont les cultures se respectent et parlent entre elles. C'est que je porte ton vêtement, tu utilises tel instrument, c'est tout toute cette condition humaine qui, bon, et parfois, je parle des bons, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des mauvais côtés, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu je ne parle pas exactement du commerce, je parle plus du troc, je parle plus des échanges où des cultures se rencontrent. Et dans ce sens, c'est un peu pour ça que j'assume mon occidentalité, c'est-à-dire que j'assume que l'image que je vais faire, elle est relative à cette culture très précisément et que le mieux que je peux faire, c'est pas d'essayer de représenter toutes les cultures ou de représenter, je peux à la limite représenter ce que c'est que de communiquer, mais ça ne sera jamais qu'encore une image que je ou un groupe, parce que je fonctionne beaucoup avec les individus ou les groupes singuliers d'individus, d'ailleurs le vaisseau, c'est ça, et c'est dans cette espèce de dynamique d'échange que, au fond, c'est dans ce sens-là que je suis non essentialiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essence. On ne peut pas demander à une image d'être l'essence d'un concept ou tout ça. C'est pas plus qu'on peut le demander à un concept, parce qu'on est trop pris dans... C'est comme si tu enlèves une plante, puis tu as toutes les racines, puis tu as la terre et le continuum terrestre de toutes les... C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, je pense que c'est ce qui est plus difficile, au fond, c'est que, et c'est peut-être, bon, je ne sais pas dans les autres cultures, est-ce qu'on a des pratiques iconiques, mais on ne peut pas demander à une image d'être une icône de ça. Enfin, on pourrait dire une icône, comme ce qu'on peut peut-être dire, c'est j'ai ce référent dans ma culture, je suis prête à le défaire ou à comparer des parties, mais ça ne sera jamais un référent universel, à moins d'être dans un régime autorité, à moins d'être imposé, et ça, c'est toute l'autre affaire, au fond. Donc, je pense que s'il fallait représenter quelque chose, il faudrait presque un film. Et ça ne serait jamais qu'une séquence dans plusieurs séquences. Et c'est peut-être ça qui est très difficile. Je ne sais pas pour d'autres cultures, mais pour nous occidentaux, c'est de se représenter le mouvement. C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait toujours l'arrêter. Il fallait... Alors, Et est-ce que c'est le mouvement ou c'est les alternatives? Non, on prenait, là, à midi, je discutais avec un ami indien et on est revenu sur cet exemple que je donne toujours du panneau de la vache, oui, l'explication de la vache. Hein, oui, l'explication de la vache, oui, où on voit dans les écoles françaises ou oui, occidentales, on voit la vache, son oui, squelette,
la ferme, peut-être l'économie. Voilà, on explique la vache à partir de son contexte, des éléments scientifiques, du fait de la traire, etc., etc. Et puis on se disait, mais ok, maintenant, si on apporte cette image en Inde, il est évident que la sémiotique la sémantique de cette image est totalement fausse. Voilà. On est obligé de parler de la vache sacrée, on est obligé de Oui, parler d'autres approches de la vache. oui, Voir si on se déplace dans d'autres parties de la Terre, il est évident que la vache n'existe pas ou est un animal rare, etc., etc. Donc c'est quand même intéressant de se dire on a des éléments qui nous paraissent les plus banals, qui nous paraissent une évidence absolue, ce qu'on apprend justement entre 3 et 5 ans, qui finalement méritent d'être relativisés oui, pour qu'on en ait une vision qui soit une vision non coloniale, je dirais, ou non impériale. oui, Et tout l'exercice dans lequel on est là maintenant, c'est exactement ça. C'est se dire, ça peut être ça, mais ça peut être aussi ça. oui. Alors ça, ce qui est assez intéressant, euh, c'est que moi, je pense qu'on n'a pas à renier notre image de la vache, mais il faut simplement en poser beaucoup d'autres à côté. C'est-à-dire Exactement. que dans cette classe, parce que je l'ai visionné, cette partie où il y avait les planches et qu'on voyait, bon, c'est que il, il faut qu'il y ait plusieurs images et, et là, il faudrait imaginer un état de société où il y a aussi où quelqu'un ou quelqu'une est là pour parler de cette image différente. Parce on peut voir, et bien sûr, on a vu depuis longtemps des images d'autres cultures. Bien sûr, c'est entré chez nous. Est-ce qu'on les a comprises? Est-ce on y a même accédé? Est-ce que c'est resté à l'état d'un non-savoir, une curiosité que parce qu'on ne l'a pas comprise, on ne l'a pas intégrée ou on ne s'est pas développé en étendant notre compréhension pour voir des aspects que nous, notre image ne nous permet pas de voir. Alors là, il faut presque imaginer un état de société beaucoup plus euh, euh, mêlé, d'une certaine, si je peux dire, là, que celui dans lequel on est. Peut-être les enfants actuellement qui sont dans les écoles, je pense ici, où il y a de plus en plus, il y a plusieurs cultures qui sont présentes, en fait. Je les vois aller, les tout petits, puis je me dis, mais eux, il y a des problèmes qu'ils n'auront pas. Il y a des... Donc, et il y a quelqu'un qui a été en entrevue, c'est pas une entrevue, mais je veux dire, lui, il était à distance. Il s'intéressait au textile en Inde, si j'ai bien compris, et il disait quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, à savoir que la globalisation ou le fait qu'on traverse plusieurs cultures nous amène à perdre des nuances qui sont pourtant extrêmement importantes. Bon. Euh, alors, il y a aussi, tu sais, au fond, l'idée, c'est comment on va faire, c'est-à-dire comment on va arriver progressivement, si je reprends ton exemple de l'image, est-ce qu'il s'agit de trouver une autre image? Est-ce qu'il s'agit d'en aligner plusieurs, mais alors il faut les comprendre? Euh, à quel endroit, qu'est-ce qu'il y a à transformer pour que on arrive à ça, au fond? Sans oublier, ceci n'est pas une pipe. C'est-à-dire, Oui, sans oui, oublier la dimension de l'artiste qui réinterroge ou qui porte tout ça dans un imaginaire qui n'est pas obligatoirement lié à une réalité. oui. En fait, c'est là, je t'ai dit que, bon, là, je m'apprête à entrer dans un autre projet d'écriture où là, je vais oser aborder, moi qui suis une philosophe du langage, j'ai un programme de lecture en philosophie politique cette fois-ci. Euh,
parce que la situation actuelle me galvanise d'une certaine façon. Et là, dans un esprit, et c'était même là la question de ce que j'appelle la gouvernance, mais je sais qu'on utilise ce terme-là dans d'autres contextes, là, mais c'est la question de je ne peux pas le dire autrement, la cible, c'est-à-dire où est-ce qu'on va travailler, parce qu'on peut se dire tout ça, mais comment former, créer quelque chose qui va avoir une chance d'avoir un efficace. Et pour avoir une chance d'avoir un efficace, il faut, un peu à l'image du vaisseau, mais cette fois-là, ça ne sera pas le cosmos, ça va être l'humanité d'une certaine façon. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut viser juste d'une certaine façon et que ça va déterminer ce qu'on va être en train de fabriquer. Mais est-ce que ça ne remet pas en force justement la question du contexte? Ah, mais oui. Puisque la chose n'est juste que dans ce contexte-là. Exactement. Et c'est pour ça que le vaisseau, pour revenir à ça, c'est exactement une réaction, en fait, c'est une imagination qui est une réaction à une Terre, une situation terrestre qui est devenue pratiquement invivable, en fait. Et d'ailleurs, dans le vaisseau, les humains, je dis l'humanité s'est divisée en deux grandes directions philosophiques, une direction exoplanétaire et une direction endoplanétaire, où là, on essaie de préserver une nature initiale, mais qui est d'une certaine façon pratiquement pas exactement presque reconstruite d'une certaine façon. Quand on pense par exemple à Svalbard, qui est une collection de semences qui se veut universelle, donc il y a des machines qui permettent de préserver l'humanité, mais c'est encore un rapport humain-machine, mais différent. Donc, la question, c'est comment saisir, si je reviens au prochain projet où pour moi, le point de départ, et ça fait un bout de temps que je pense ça, c'est que l'unité fondamentale maintenant devrait être la cité et non pas la nation et non pas le pays. Et c'est pour ça que je m'intéresse à la situation de la Grèce ancienne et de la Renaissance, puisque la Renaissance italienne, c'est une série de cités. Bon, après, bien sûr, il y avait des principautés, une ou deux républiques, bon, Florence, Sienne, la fresque du bon gouvernement, du mauvais gouvernement, à l'hôtel de ville à Sienne, tout ça, je trouve ça quand même assez intéressant à le revisiter. Mais donc, c'est la question de la cité qui m'apparaît l'endroit où la question, qui est le recommencement politique d'une certaine façon. Je crois à l'échelle humaine, c'est-à-dire où on peut se rapporter à des individus. C'est plus proche de l'individualité humaine ou des groupes qui peuvent se constituer et parler entre eux, et même d'une cité à une autre cité dans une autre culture complètement différente où on peut, mais tu sais tout ça, bien entendu, puisque c'est... Nos esprits se rejoignent à ce niveau-là. Je crois qu'on est totalement en phase sur cette importance de la cité aussi comme élément sans frontières. C'est-à-dire, c'est pas la cité avec ses murs, c'est vraiment la cité ouverte. Et qu'est-ce que cette cité ouverte qui permet finalement la cohabitation d'individus différents dans un même contexte? Oui, exactement. Il y a les cités au sens de leur marque, leur enracinement dans une culture, mais il y a aussi la porosité, en fait, ben, comme tu dis, des cités entre elles où les individus apportent des cultures. Et là, je pense que par rapport à toute cette question qui va peut-être passer assez vite, je sais, c'est un moment peut-être pour une génération avec laquelle je suis peu en contact, à vrai dire, donc je ne peux pas en dire grand-chose, mais peut-être qu'on va au contraire s'approprier, c'est-à-dire au contraire saisir cette circulation entre les cultures pour arriver à quelque chose qu'on ne sait pas encore, qu'on est en train de faire.
Mais il reste quand même que cette idée de tâcher de viser juste, elle m'apparaît, comment dire, c'est un terme pour moi qui philosophiquement est très signifiant, c'est archi simple, bon, c'est pas viser juste, mais c'est cette idée de la justesse au fond, et chez Goodman, dans son ouvrage Manière de faire des mondes, la justesse remplace la vérité. C'est-à-dire que... Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu mets en œuvre, mais comme d'autres exemples, mais comme un très bon exemple, c'est la non-expérimentalité de ce... À la fois, tu donnes cette hypothèse, par exemple, des villes, comme devant prendre une importance bien plus grande, ça ne s'expérimente pas, ça. C'est-à-dire, il y aura un basculement et ça sera. Mais en même temps, nous sommes face à un non-savoir. Et cette non-expérimentalité, c'est exactement la même chose en matière écologique aujourd'hui. Hein. On n'a pas le temps d'expérimenter les transformations qu'il doit. Et Oui. pourtant, on ne sait. Et pourtant, il est important qu'on affirme qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on est face à des problématiques qui nous dépassent et il faut accepter ce dépassement. Ça, c'est vrai, mais ce que, et là, c'est que, et là, c'est peut-être moi la classique, je suis peut-être un être très, bon, peu importe, je ne me jugerai pas. C'est que, et c'est peut-être un tempérament individuel aussi, c'est que j'ai besoin je ne peux pas, c'est-à-dire, j'accepte le non-savoir, mais d'une manière proactive. C'est-à-dire que je peux pas, sinon, à vrai dire, je te dirais, c'est la raison pour laquelle, tout en étant retirée du professorat, de toute façon, c'est la raison pour laquelle je me suis retirée. Je me rends compte que si je n'étais pas au travail encore, mais je ne sais pas où être. Pour moi, c'est impossible sans... Et le travail, c'est une action ou une proaction, d'une certaine façon. Et par proaction, dans ce pro-là, il y a justement l'idée de viser. Et c'est très difficile. J'adore cette difficulté, philosophiquement. On ne sait, d'abord, elle suppose qu'on ne sait pas. Je suis absolument d'accord. Mais dans le non-savoir, je dirais que humainement parlant, je pense, c'est du moins mon attitude ou ma position, il y a une demande. Quelque chose nous est demandé. Et peut-être qu'on l'appelle savoir ou autrement, que ce soit une action, c'est pas vraiment ça pour moi qui est important. Ou en fait, je dirais que ce qui est important, c'est agir, parce que le savoir est une action, c'est une hypothèse. D'ailleurs, tout savoir est une hypothèse pour moi, de toute façon. Un savoir qui se sait qu'il est hypothétique, et le fameux « je sais que je ne sais pas », pour moi, ben, c'est ce que ça veut dire, en fait. C'est que ça revient à dire que le savoir est hypothétique, en fait. Mais qu'on... Bon, là, je ne veux pas prendre trop de temps, mais... Je crois que c'était une excellente conclusion, Suzanne. Je crois qu'on peut, on peut finir Oui, notre échange sur ce point-là. Je crois que oui. ça nous permet de mettre un point final qui est hypothétique aussi. Oui, oui, parfait. En tout cas, écoute, mais je voulais en tout cas te remercier beaucoup pour cet échange et le fait d'avoir eu un échange là-dessus qui va avoir un impact de toute façon sur le projet dont je te reparlerai éventuellement, je te tiendrai au courant.